Salut Vincent, bienvenue sur la chaîne du coup d'après la bière. Je suis content d'avoir. C'est la première fois que je fais ce format. En gros, le but, c'est, je lis quand même pas mal de livres. Alors quand j'ai la chance d'avoir sous la main quelqu'un qui l'a écrit, j'en profite. Et c'est mon cas avec toi. Du coup, je suis hyper content de t'avoir. Donc après, je sais pas si tout le monde te connaît, Vincent. Je pense que beaucoup Non. te connaissent, mais dans les gens qui me suivent. Mais en tout cas, vas-y, présente-toi du coup en quelques phrases. Bonjour, merci, merci beaucoup Jean-Loup, hein. Je suis très très content de cet entretien. Ça fait un moment qu'on se suit respectivement et voilà, c'est la première fois qu'on organise un enregistrement tous les deux. Je me présente très brièvement. Moi, je suis un essayiste aujourd'hui qui a qui a fait des études de psycho, qui a fait un petit peu de travail dans le bâtiment, dans le domaine des travaux sur corde et en parallèle de ces diverses activités et de quelques autres qui a essayé de répondre à ces questions existentielles d'ado, voilà, il y a 20 ou 25 ans. Et au fil de mes réflexions, j'ai fini par écrire deux, trois petites choses qui me servent encore aujourd'hui de support de réflexion, une espèce de cadre méthodologique et conceptuel. Et puis, depuis une dizaine d'années, en gros, je m'intéresse vraiment plus spécifiquement à la question des risques écologiques, que j'aborde toujours en essayant de replacer, voilà, en essayant de réfléchir au rôle, à la place de l'espèce humaine dans le grand chemin de l'évolution. Ouais, alors c'est vrai que c'est une bonne période quand même pour se poser des questions existentielles, 2021. Du coup, on est bien tombé. Mais oui, moi, en fait, moi, ça fait un moment que je te suis. Et un truc qui m'a toujours plu dans ce que tu faisais, parce qu'en gros, ça fait, voilà, moi, ça fait 10 ans que je tourne autour des questions, par exemple, pareil que toi, écologiques, climatiques, etc., etc. Et il y a beaucoup quand même, tu sais, le truc, vraiment, on sait ce qui va arriver, on sait que le changement climatique, il va y avoir tel et tel impact, on sait que ça va s'effondrer de cette manière, etc. Et je trouve que dans cette sphère-là, pour moi, tu as toujours été un de ceux qui ont ce truc-là de dire, oui, il y a plein de choses qu'on sait, on comprend de plus en plus la complexité climatique et écologique, mais fondamentalement, il y a quand même un truc où il y a une certaine dose d'incertitude. On ne sait pas l'évolution d'un système complexe comme le nôtre. Et tu l'avais vu, et du coup, je le mettrai en incrustation, mais il y a un dessin, du coup, celui-là, où je dis, c'est comme si un neurone d'un cerveau disait, oui, moi, je sais comment il faut résoudre la crise d'épilepsie. Et en fait, quand nous, en tant que militants climatiques, on se dit, on sait comment il faut résoudre un truc comme le changement climatique, c'est vraiment comme un neurone qui se dit allez les copains, suivez-moi, suivez mes instructions, et cette crise d'épilepsie sera derrière nous. Et je trouve que de tes écrits et de tes livres, il y a ce truc-là qui émane quand même du bon équilibre entre justement le côté on sait des choses et fondamentalement il y a quand même c'est un système complexe, on ne sait pas comment il va évoluer. Et c'est un peu le même choix en fait, c'est marrant parce que dans ton livre du coup, hop là celui-là, pardon, dans le bon sens, il y a une citation que j'aime beaucoup, que je connaissais pas, d'une personne qu'on connaît tous, hein, qui est un peu l'inventeur de l'effet rebond, là, donc Jevons. Il avait fait ça sur la machine à charbon, hein, pour ceux qui savent pas. En gros, une machine à charbon, elle a un certain rendement, et d'un seul coup, les rendements ont été meilleurs, et on s'est dit, ah, on va consommer moins de charbon. Et au final, ce qui s'est passé, c'est qu'on a créé vachement plus de machines à charbon, et donc, on s'est retrouvé avec beaucoup plus de consommation de charbon dans l'absolu. Et il a cette phrase que je connaissais pas, que tu cites dans ton bouquin, où il dit nous devons faire un choix capital entre une grandeur éphémère et une médiocrité prolongée. C'est Et c'est une phrase très puissante ouais, provenant, ironiquement en plus de Stanley Jevons. ouais, C'est vraiment une phrase qui est lourde de sens, qui est à resituer dans notre problématique d'aujourd'hui. On a souvent l'impression que les découvertes sur le climat ou les limites environnementales sont récentes, datent des années 60-70 avec le militantisme écologique moderne, ouais, contemporain. Et en fait, non, toutes, peut-être même toutes les civilisations et l'ensemble des communautés humaines ont toujours eu plus ou moins conscience des limites au développement. Conscience, on en discutera, mais en tout cas, les intégrer, en tout cas dans leur organisation d'une façon ou d'une autre. Et Jevons et quantité d'autres économistes, physiciens du 19e savaient très bien qu'il y avait des limites à la réalité et au développement.
On a beaucoup oublié cette question-là au début du XXe siècle parce qu'on a été préoccupé par d'autres soucis politiques et rivaux, mais c'est une question qui est ancestrale en fait. Voilà, donc Gibbon a juste écrit quelque chose que probablement toutes les civilisations, une question que toutes les civilisations se sont posées à un moment donné ou à un autre. Et ça c'est marrant, mais ça je trouve que c'est un truc qui est intéressant, c'est il y a ce réflexe toujours de penser que on est entre guillemets unique, que entre guillemets il y a personne qui a vécu ce qu'on a vécu et qu'on est dans un temps vraiment qui est vraiment spécial, alors que ce genre de phrase te fait réaliser que ben oui, c'est des questions qui sont séculaires finalement, qui sont toujours posées, alors d'une manière très différente en fonction des différents contextes. Ouais. Et après, moi, ça me fait toujours penser ce genre de questions à un truc. Alors, c'est toi, oui, tu page 13, tu mets un truc qui dit on a des fantasmes sur la capacité de l'humanité à triompher du principe d'irréversibilité, et ces fantasmes mènent toujours à l'échec. Et en fait, ça pose la question un peu de la thermodynamique et de dire que, au final, la thermodynamique gagnera et ça sera le froid thermodynamique total. Et je trouve que c'est ça la question, c'est plutôt pourquoi le durable plutôt que l'éphémère finalement. Vu qu'au final, la thermodynamique va gagner. En fait, l'humanité ne fait jamais reculer la thermodynamique, hein. Elle croit le faire en interne de ces sociétés, mais elle génère bien de l'entropie à l'extérieur de ces sociétés, donc des dégâts et des dégâts irréversibles et cumulatifs. Donc plus elle agit, plus elle consomme du pétrole, plus elle exploite les ressources minières ou agricoles, plus effectivement l'information contenue dans ce milieu se dégrade de façon irréversible. Ouais. Donc ça c'est comme le vivant. On imagine parfois que le vivant lutte contre l'entropie ou dépasse les contraintes de l'entropie, et on appelle ça la négantropie, mais c'est bien sûr un concept qui ne tient pas. Le vivant ne fait pas autre chose que de dissiper de l'énergie, ce qui génère autour de lui de l'entropie. Tu veux dire qu'il ne tient pas au global en fait, c'est-à-dire que de manière localisée, on peut y croire, mais de manière globale, au final non. Effectivement, et nous, l'illusion que nous nous fondons sur un avenir ouvert de nos sociétés est fondée sur on ne fait que regarder là où ça nous arrange. Oui. Mais à l'extérieur de nos sociétés, l'entropie et les dégâts irréversibles sont effectivement cumulatifs, non réparables, et nous allons nous confronter à ça un jour ou l'autre. Ouais. Donc il y a un côté, c'est géographique et temporaire. C'est-à-dire qu'on arrive à créer cette négantropie de manière localisée et sur un temps donné. Enfin, et j'avais lu un truc comme ça qui était hyper intéressant, de dire, quelque part, c'est la définition de la vie. La définition de la vie, c'est arriver à faire reculer cette entropie et à dépasser un peu la thermodynamique, mais juste pendant un temps donné, et là où on est localisé, nous, quoi. Effectivement, et tu parles d'aspects locaux, spatiaux, mais il y a un autre aspect, c'est celui qui est chez nous cognitif. C'est-à-dire qu'on est vraiment convaincu à l'intérieur de nous-mêmes que nous sommes capables d'aller à l'encontre des lois des principes de la thermodynamique. Et c'est une illusion presque constitutive et fonctionnelle. C'est-à-dire que quantité de projets, on pourra en parler tout à l'heure, mais par exemple comme celui de la transition énergétique, est fondée sur la croyance qu'il serait possible, par exemple, de développer des infrastructures de production d'énergie autonomes, pérennes, qui seraient capables de s'auto-engendrer. Et ça, c'est une croyance qui sous-tend absolument tous les récits de transition énergétique. Et elle est, à ce jour, sur le plan scientifique, quand on regarde le consensus scientifique, quand on s'intéresse aux lois de conservation, à la thermodynamique, ouais, on voit qu'il n'y a rien qui sous-tende l'hypothèse qu'une transition énergétique soit pérenne, ne serait-ce que déjà faisable, mais en plus pérenne. Ah, voilà. C'est marrant ce que tu dis ça. Ça me fait penser, au final, il y a un truc, que ce soit en nous ou dans nos cultures, qui simplifie tout pour nous permettre d'agir, en fait. Il y a aussi ça. Je dirais que le mouvement est un peu plus complexe, ouais, parce que ce n'est pas uniquement une simplification, c'est une capacité que... Alors, on touche là à la théorie écologique de l'esprit que j'essaye de développer depuis pas mal d'années. J'essaye de comprendre comment l'humanité se serait distinguée des autres espèces sur une capacité particulière qui lui appartiendrait, sinon en propre, en tout cas, elle serait l'espèce qui l'aurait le mieux développée, cette capacité. Ce serait la capacité à découper le réel, c'est-à-dire à percevoir le monde, certes, comme tous les êtres vivants, à recevoir de l'information et à la traiter, mais à découper cette information en lots
en sous-éléments, en parties, en objets, on va dire objets, qui sont considérés par l'esprit comme indépendants de tout le reste de l'information qui provient du réel. D'accord. Et à partir de cette sélection d'informations, de cette constitution d'objets, eh bien, l'humain serait cette espèce capable de les réassembler. C'est ce qu'on appelle l'abstraction, hein, voilà, c'est ce qui permet, par abstraction et puis par jeu de pensée, en fait, par la pensée, on sort des éléments, des circonscriptions d'informations du réel, on les assemble autrement et on produit une réponse Ok. en tant qu'espèce qui devient différente de cette réponse qui n'aurait été que celle d'une réponse à la perception. Je vais D'accord. expliquer par Ok. exemple, un exemple que j'utilise régulièrement qui est très simple. Beaucoup d'animaux utilisent la masse pour frapper. Beaucoup d'animaux utilisent le levier pour atteindre des choses, ou en tout cas la baguette, la rallonge pour Ouais. atteindre ou pour sortir des choses de trous, d'orifices. Eh bien, l'humain, c'est cette espèce qui serait capable de considérer que ces deux propriétés, la masse et le levier, peuvent être extraites du réel, traitées indépendamment du réel et assemblées d'une façon inédite. Et l'humain serait cette espèce capable d'inventer le marteau, ce que d'autres espèces ne seraient pas capables de faire. Donc c'est une Ok. hypothèse qui Ok. sous-tend, bien sûr, voilà, qui sous-tend ma théorie écologique de l'esprit. Pourquoi écologique? Parce qu'une fois qu'une espèce a acquis cette capacité de réassembler le réel comme ça l'arrange, Ouais. eh bien, en l'occurrence, étant donné que la rivalité quand même dans le vivant, c'est la capture d'énergie et de ressources afin de se protéger et de protéger ses intérêts, la reproduction, etc., protéger sa fitness, Ouais. mais une fois qu'on a acquis cette capacité, on a des meilleurs moyens que les autres espèces concurrentes pour agir, pour avoir de l'emprise sur le monde. Le marteau, c'est quand même un outil qui permet de frapper mieux ses proies et de chasser mieux, mais c'est valable pour le marteau comme pour l'arc ou toutes les armes ou les techniques qu'on a développées. Ok, mais du coup, en fait, de ce que je comprends, c'est comme si c'était un degré avant, parce que la théorie, moi, que j'ai beaucoup entendue, c'est de dire les humains ont été capables de croire en des fictions pour coopérer tous ensemble. Ce que tu décris là, c'est une brique un petit peu avant, précédente, où on est capable de prendre deux concepts qui n'ont supposément rien à voir, les mettre ensemble pour créer quelque chose. Ah oui, oui, bien avant Ouais, la question la fiction. du monde symbolique que nous avons créé et de ce réassemblage symbolique que nous avons conçu qui s'appelle les Ouais. récits organisateurs et puis les récits occultants, on pourrait y venir. À mon sens, l'évolution a très, très, très lentement et de façon certainement très enfin, évidemment sous-tendue par le hasard, mais de façon très exploratoire, Ouais, en essayant, l'évolution, elle n'a rien essayé, mais ouais, le résultat de l'évolution s'est peut-être produit dans plein d'espèces cousines de Sapiens sapiens. Et depuis très longtemps, le genre Homo est peut-être porteur, d'une certaine façon, de cette capacité cognitive à extraire de l'information et, et la traiter de façon abstraite. Voilà. ouais. Et bon, Ok, on ne pourra jamais dater le moment où cette capacité est apparu. apparue. En revanche, on peut imaginer qu'à partir d'un certain seuil de complexité d'interaction avec le monde, dans les stratégies mises en œuvre et dans les outils et techniques développés, elle a été opératoire, elle a pu servir. Donc on imaginera à partir de cette date, de cette période, qu'elle était préexistante, au moins en germe. Je Ok, prolonge un tout petit peu par rapport à la question des récits. ouais, bien sûr. Être capable d'extraire de l'information du réel, de la traiter de façon abstraite et de la réassembler, c'est typiquement ce qui peut servir, et c'est même nécessaire à mon sens, pour élaborer des récits. Oui, oui, carrément. Donc c'est vraiment Voilà, une brique élémentaire c'est ça, qui a été nécessaire pour après faire quelque chose qui a nécessité la coopération et qui est pour toi dans l'évolution plus tardif. absolument. Ok. Non, alors un truc qui m'intéresse aussi et qui est lié aux conséquences lointaines de cette trouvaille du coup conceptuelle, c'est le mur que certains pensent qu'on est en train de rencontrer sur l'énergie. Page 9, par exemple, donc dans le départ de ton livre, tu dis tout ce qu'un être humain peut faire avec l'énergie, c'est la trouver dans son milieu et l'utiliser pour générer les transformations dont il a besoin. Non sans limite, l'humanité n'aura jamais accès à davantage d'énergie que celle procurée
par les forces s'exerçant dans le système solaire et au cœur du Soleil lui-même. Donc ça, c'est vraiment l'argument un peu classique, disons, de dire, bah oui, on a une quantité d'énergie finie à transformer. Donc on a une quantité finie de qualité d'énergie qu'on va pouvoir dégrader en fonction de la rigueur avec laquelle on emploie les termes énergétiques, mais on s'entend, donc il y a une sorte de finitude, et on ne pourra pas aller au-delà. Et en fait, moi, un truc dont on a déjà parlé et que je trouve qui est intéressant, c'est que effectivement, tous les gens qui sont très pro-techno, par exemple, donc les gens qui sont très Elon Musk ou ce genre de choses, vont dire non, mais ça en fait, cette capacité à extraire de l'énergie de son environnement, elle change au cours du temps. C'est-à-dire que les technologies humaines peuvent permettre aux uns et aux autres, aux sociétés humaines, d'extraire plus d'énergie de l'environnement. C'est-à-dire de l'énergie qu'on ne savait pas extraire avant, fission nucléaire par exemple, ou espérons-le, ou certains l'espèrent en tout cas, la fusion nucléaire, va permettre à l'humanité d'extraire plus d'énergie que ce qu'elle pouvait avant de son environnement. Donc cette capacité évoluant, à quel point, quelque part, l'énergie est finie de la manière dont tu le décris là. Et tu avais un argument qui, je crois, et moi je trouve est vraiment intéressant sur ça. Alors, effectivement, j'ai écrit un paragraphe, une partie assez courte dans les livres qui mériterait de long développement. Ce Ouais, que j'essaie de proposer, c'est de différencier très très clairement, conceptuellement, les grands types d'énergie de flux, ouais, que sont l'énergie du soleil et les énergies, les hydrocarbures. Une fois qu'on a commencé à les exploiter, ça devient des énergies de flux, même si elles sont des énergies de stock au départ. Ben, il y a un flux qui traverse nos sociétés. Ce sont des énergies de stock. Oublions momentanément l'énergie du soleil, mais ouais, comparons l'énergie de stock des hydrocarbures avec les énergies qui sont censées décarboner nos sociétés, que j'appelle des ENS, c'est-à-dire ouais, des énergies dites de substitution. Comparons ces deux types d'énergie. Il y a une différence fondamentale, c'est que les hydrocarbures, quand on a commencé à les exploiter, bah, ils étaient gratuits. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est les physiciens, Jean-Marc Jancovici aussi, c'était gratuit ou quasiment. Il fallait se baisser pour sortir une petite cuillère de pétrole. Le pétrole suintait sur le sol, le charbon était directement accessible, le gaz lui aussi sortait directement du sol au début de l'exploitation. Et une fois qu'on a commencé à exploiter ces énergies, elles ont d'elles-mêmes auto-généré, auto-engendré les infrastructures qui ont permis de continuer à les exploiter. C'est-à-dire qu'on est passé d'une gratuité à un bénéfice immédiatement, et un bénéfice croissant. Et ça, c'est l'histoire des énergies. Je renvoie à Or Noir de Mathieu Ozano, qui est sur mon bureau. Là, c'est vraiment quelque chose qui le décrit très bien. L'histoire de l'énergie et des hydrocarbures s'est fait uniquement sur des bénéfices croissants à partir d'une petite cuillère de pétrole qu'on a ramassée au sol. Mais les énergies dites de substitution, voilà, les panneaux solaires, les éoliennes et le nucléaire, que je mets dans la grande famille, pour ouais. la raison suivante, c'est qu'il faut créer en premier lieu des infrastructures pour qu'elles fonctionnent et qu'ensuite seulement elles apportent de l'énergie. Et bien, conceptuellement, ça n'a plus rien à voir avec une énergie qui s'auto-engendre. Il faut d'abord avoir une énergie tierce, et en plus très importante, pour avoir les moyens de fabriquer les infrastructures des ENS, des énergies de substitution. Ça, c'est la première chose. Et puis, ensuite, seulement plus tard, on obtient de l'énergie à partir d'elles. On en obtient éventuellement un bénéfice, ou en tout cas, elles traversent nos sociétés, ces énergies, et puis elles les font fonctionner. Elles font fonctionner le marché, la spéculation, nos économies. Très bien. Mais, et c'est là qu'on rentre dans des problèmes thermodynamiques assez, à mon sens, inquiétants pour l'avenir de la transition. Et j'en discutais il n'y a pas plus tard qu'une heure et demie avec un grand spécialiste de la question. Ouais. Dans les études, dans la plupart des études que j'ai lues sur la question, il y a un paramètre, une fonction dont on ne tient pas compte ou beaucoup trop peu, c'est la fonction de maintenance. C'est-à-dire, une fois qu'on a une infrastructure Mhm. d'éoliennes, de nucléaire, peu importe, il faut les entretenir. Ouais. Et en fait, il y a du matériel scientifique qui explique qu'en fait, la fonction de maintenance, elle est nécessairement à coût croissant. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a une infrastructure, ben, il faut changer une petite pièce au départ, un joint dans une conduite de centrale nucléaire, je sais pas, il faut nettoyer les pales de temps en temps sur une éolienne, et puis petit à petit, c'est des pièces de plus en plus grosses et de plus en plus chères à remplacer. Et puis, à la fin, il faut remplacer toute l'infrastructure parce qu'elle est trop usée. Et en fait, cette fonction donc croissante de maintenance à coût croissant rencontre un problème, c'est que sans énergie extérieure, eh bien, le coût pour les sociétés est nécessairement croissant.
ces énergies, ces infrastructures, si elles sont censées devenir autonomes, si elles sont censées s'affranchir des hydrocarbures, c'est-à-dire vraiment s'y substituer et opérer une réelle transition énergétique, elles doivent être capables d'assurer par elles-mêmes, par leur propre production, le financement de leur entretien et Mhm. de leur remplacement. Or, cette fonction est à coût croissant. Ce qui signifie que là, on se retrouve intrinsèquement avec ce qu'on appelle en thermodynamique, ou je vais dire un gros mot, mais pour un mouvement perpétuel, on se retrouve avec des frottements irréductibles. On ne pourra jamais lutter contre les frottements qui sont dus à l'entretien des infrastructures de la transition énergétique. Donc, ce que je propose de penser dans le bouquin, pas par provocation, mais par inquiétude, c'est que, à mon sens, cette crainte-là n'a pas été suffisamment traitée. Les récits de la transition énergétique mettent sous le tapis ce risque-là. Et ce risque, c'est que nous ayons conceptualisé les infrastructures de remplacement des hydrocarbures comme des mouvements perpétuels sans s'en rendre compte. Et ça, c'est très embarrassant, parce qu'un mouvement perpétuel, ça n'existe pas. C'est quelque chose qui est interdit par la physique. Vous essayez de lancer, on peut vous trouver sur Internet des images de Mhm. mobiles ou voilà, de systèmes avec de l'eau ou des poulies, peu importe, des Ils essaient. poids, il y en a plein. Hein. Ah, ils essayent, Eh ils ben, essayent. ils essayent, et ben, vous lancez ces objets-là, ils s'arrêtent toujours. Eh bien, les éoliennes, le nucléaire, les panneaux photovoltaïques, s'ils sont tout seuls, s'il n'y a pas une énergie tierce pour les réactiver régulièrement, ils vont nécessairement cesser de fonctionner par eux-mêmes. Alors, en t'écoutant, je me dis, c'est vrai, mais c'était aussi le cas, je me dis bêtement, de toutes infrastructures énergétiques. C'est-à-dire, c'est pas nouveau. Ce qui change, ce qui a l'air de changer dans ce que tu dis, c'est l'ampleur des frottements, en fait. Parce que des frottements, il y en a toujours eu. C'est-à-dire, Bien sûr. énergétiquement, on a toujours tenté le mouvement perpétuel. Sauf que là, ce que tu dis, c'est que dans le système énergétique des ENS. D'ailleurs, l'acronyme, c'est pourquoi ENS? Énergie dite de substitution. Ok. Donc, dans ces énergies dites de substitution, les frottements sont, d'après toi, immenses. Alors, peu importe la taille, l'ampleur des frottements, ça veut dire que conceptuellement, on ne remplacera pas la société d'aujourd'hui avec une autre société fondée sur des énergies dites de substitution. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que s'il faut une énergie extérieure, comme pour un mouvement perpétuel, hein, la seule façon qu'a un mouvement perpétuel de se continuer, c'est d'avoir un flux extérieur d'énergie qui le relance régulièrement. Donc, ce n'est pas un mouvement perpétuel. Donc, imaginons que la transition énergétique se fasse et que peu à peu, par choix politique ou à cause de la déplétion des hydrocarbures, il y ait de moins en moins d'énergie tierce Ouais. autour de l'infrastructure des ENS. Eh bien, nécessairement, les ENS vont suivre finalement cette déplétion de l'énergie qui leur permet de fonctionner. Nécessairement. Donc, ça rebat tout à fait, totalement les cartes du récit de la transition énergétique. Ben, non seulement on ne pourra pas à la hauteur remplacer voilà, la production d'énergie d'aujourd'hui, mais en plus, très très probablement, en tout cas conceptuellement, selon ce que j'envisage de penser, Ouais. ben, la transition va juste suivre avec un léger décalage la déplétion des hydrocarbures, mais ne va jamais s'y substituer en aucune façon. Ouais, alors, du coup, moi, j'ai vraiment deux commentaires sur ça. Il y a deux passages dans le truc. Donc, le premier passage où tu dis ça, c'est vraiment. Tu dis, donc, c'est page 62, les ENS ne produisant que de l'électricité, une transition dirigée vers les ENS signifierait que l'ensemble des déplacements se ferait en véhicules électriques, fabriqués dans des usines ne fonctionnant qu'à l'électricité, à partir de matériaux extraits des mines exclusivement grâce à des machines électriques, conduites par des citoyens qui se nourriraient grâce à une agriculture produite uniquement avec des engins agricoles électriques, sans engrais ni pesticides issus de la pétrochimie. Donc c'est vraiment, effectivement, on a du mal à penser cette décorrélation. Enfin, vraiment à dire, non, mais on crée un système qui est vraiment indépendant de l'énergie d'avant. Mais moi, ce que je me suis dit en lisant ça, en t'écoutant, etc., je me dis, j'arrive toujours pas à avoir l'argument de dire, on en est issu d'un monde, par exemple, qui ne fonctionnait que au feu et à l'huile de cachalot. Et à un moment, toutes les industries fonctionnaient grâce à cette énergie-là. Et on est passé de cette énergie-là, et tout le système et l'infrastructure est passé à du charbon, à du pétrole, à des hydrocarbures. Donc en fait, je conçois la difficulté, mais je vois pas conceptuellement la différence, à part peut-être dans l'ordre historique de l'apparition des choses. Ah ben, il y a trois différences conceptuelles. Ouais, Tu as parlé du cachalot et du feu. Ces deux premières sources d'énergie sont renouvelées par l'énergie du soleil. ok. Voilà. Donc, ce n'est pas du tout comparable aux énergies de stock que sont les hydrocarbures. Donc, tant qu'on ne sacrifie pas tous les cachalots et qu'on ne brûle pas toutes les forêts, on peut avoir une civilisation qui se maintient dans le seuil de renouvelabilité de son milieu. Ok, ok.
qui a été le cas de la quantité et quantité Ok. de communautés humaines. Quand on est rentré dans des énergies de stock, eh bien oui, évidemment, les hydrocarbures, on n'en aura plus quand il n'y en aura plus. Donc voilà, c'est pas du tout le même Ouais, mais modèle que les énergies renouvelables par l'énergie solaire. Donc Mais ce que dans je veux X dire, c'est années, qu'on est passé d'un système basé sur une énergie à un système basé sur une énergie qui est plus dépendant de la première. C'est en ce sens que je comprends pas encore tout à fait la différence entre les deux. Tu vois ce que je veux dire? alors oui, bah, la différence, si la différence, c'est l'infrastructure. Ok. Les cachalots et les forêts sont des infrastructures qui sont générées, auto-engendrées, pas auto-engendrées, mais qui sont générées par l'énergie du soleil qui diffuse sur la planète. Mhm, D'accord? mhm. L'énergie du soleil fabrique, en gros, hein, je résume, Oui, des oui, cachalots et non. des forêts. Ouais. D'accord? L'énergie du soleil fabrique des hydrocarbures sur des millions d'années. D'accord? Ouais. L'énergie du soleil ne fabrique pas les éoliennes. L'énergie du soleil ne fabrique pas les centrales nucléaires. L'énergie du soleil ne fabrique pas les panneaux photovoltaïques. On a un saut Ok. conceptuel Ok. qui découple totalement les énergies dites de substitution de toutes les énergies précédemment utilisées. Le fait qu'on ait d'abord à fabriquer une infrastructure qui permette d'avoir de l'énergie fait que les énergies de demain n'ont absolument rien à voir conceptuellement avec les énergies d'hier. Ok. D'accord? Je vois. Voilà. Très bien. Non, mais c'est intéressant parce que c'est pas. Enfin, moi, je trouve que c'est pas si évident Mmh. de pas de se dire qu'il y a quelque chose de radicalement et de nature différent entre Je l'une le et l'autre. redis très brièvement, comme ça on a bien les idées en tête. Les hydrocarbures ont fabriqué par eux-mêmes les infrastructures qui ont permis de les exploiter, avec à chaque fois un bénéfice. Voilà. L'investissement était ridicule au départ et le bénéfice était immédiat ou quasiment. Dans les infrastructures dites des ENS, il y a zéro bénéfice avant un. Il y a d'abord un investissement extrêmement massif, Ouais, c'est ça, c'est voilà, ça. voilà, et le bénéfice vient très très tard, et en plus on a ce problème de fonction de maintenance qui est nécessairement croissant. Mais je pense que là, on est sur le truc qui est, pour moi, qui fait qu'il n'y a pas forcément une différence de nature, mais en fait une différence d'ordre de grandeur qui fait qu'en fait ça devient une différence de nature. C'est-à-dire Ah, que, en gros, il y a tellement plus d'investissement à faire avant de récupérer le premier kilowattheure que c'est en rien comparable avec l'investissement des 200 kilocalories qu'il a fallu à un mec avec une pioche pour avoir le pétrole. oui, si tu veux. Non, mais c'est On peut, ça. voilà, on peut voir ça comme ça. Oui, oui. Mais quand même, alors, on peut affiner, hein, si tu veux. Ouais. Bah, je veux. L'énergie qui permettait au premier gars ou à la première femme, on s'en fiche, qui a tapé le premier sol avec la pioche pour sortir du pétrole, c'était de l'énergie qui provenait du soleil par l'alimentation. Donc, si tu veux, il y a une continuité de flux. Ok. Il y a quelque chose qui provient de l'extérieur de l'humanité et qui lui permet d'agir. D'accord? Ouais. L'humain qui Ok. fait ça, qui Ok. donne son premier coup de pioche, Ouais. a juste mangé quelque chose qui était là au départ et il fait son coup de pioche. Par contre, il n'y a pas de continuité. Et ensuite, il fait son coup de pioche et puis il profite du pétrole et il fabrique le reste de l'infrastructure. Tout ça est quasiment dans une Ah, je comprends. continuité logique. Par contre, il n'y a pas de continuité logique, en tout cas en termes de flux, avec la fabrication d'une centrale nucléaire. Il y a d'abord entre les deux, voilà, une immense société humaine qui doit générer du bénéfice à partir des flux précédents, hein, donc du soleil et des hydrocarbures, doit générer un bénéfice considérable pour ensuite extraire de nouvelles ressources et enfin fabriquer une infrastructure. Entre les deux, il y a quelque chose qui n'existe pas avant, c'est une société humaine. Voilà. Je comprends. Non, mais Voilà. je comprends. Moi, comme ça, je le cerne mieux, en tout cas. Je peux dire autrement, il y a une structure dissipative supplémentaire dans l'équation, Et qui dissipe pas mal. qui dissipe beaucoup. Et voilà, c'est vraiment ça, conceptuellement, qui vient, à mon sens, gêner la transition énergétique. Ouais. Et alors, du coup, vraiment le milieu du livre, c'est vraiment pour essayer de montrer que non seulement on résout pas quelque part, ou alors on résout pas autant qu'on pourrait le penser ou autant qu'on le promeut là, le problème énergétique et la transition climatique, mais potentiellement, ce que tu dis, c'est qu'on l'aggrave. Donc là, je te cite, c'est il faut poser l'hypothèse qu'en palliant certains épisodes de crise, les ENS, donc les énergies de substitution, en atténueraient les conséquences économiques. Elles prolongeraient ainsi le fonctionnement de sociétés toujours principalement dépendantes des hydrocarbures, optimisant finalement leur exploitation, en dépit de leur déplétion. Nous aurions augmenté notre empreinte écologique en ayant été convaincus de la réduire.
Donc en fait, moi ce que tu m'as dit, c'est en fait en soignant la fièvre, on cache la maladie et on évite de soigner pour toi la maladie. Oui, alors là encore, hein, comme ce que je disais auparavant, je ne suis pas, je n'ai pas fait la démonstration de ce que je dis avant, j'ai juste posé les hypothèses pour essayer de Hmm. comprendre pourquoi on n'y arrive pas, hein, on est bien Ouais, d'accord, hein. ok. Voilà, il y a des émissions de CO2 qui augmentent d'un côté, voilà, on nous promet une transition et en fait, les 2 choses qui augmentent le plus, c'est les émissions de CO2 et les promesses. Voilà. Mais le réel, lui, il est toujours aussi embarrassant. Donc j'ai essayé de comprendre pourquoi, Ouais, je ne suis pas certain de ce que j'avance, mais ouais. au moins je pose des hypothèses. Ce que tu décris là, c'est le grand piège probablement de la conceptualisation de la deuxième partie du XXe siècle du concept de résilience. Et ce concept qui vient de la thermodynamique lui aussi, ou de la mécanique, il dit que c'est la capacité d'un matériau à retrouver sa forme initiale ou ses propriétés initiales après une déformation, un choc, voilà. Et on a transposé ce concept de résilience aux sociétés et on a dit que ce serait bien que les sociétés humaines deviennent résilientes, comme ça elles encaissent les chocs Hmm. et puis elles retrouvent leurs propriétés initiales ou, pour des sociétés humaines en l'occurrence, leur PIB d'avant le choc, par exemple après un Covid, etc. Et donc la résilience, c'est une propriété qui est censée être vertueuse. Simplement, ben, ce n'est pas forcément vertueux pour l'empreinte environnementale parce que si une société telle que la nôtre, c'est-à-dire extra riche, est résiliente, eh bien, elle prolonge son Hmm. empreinte environnementale comme elle l'a fait avant le choc, voire plus, voire pire, sachant qu'il ne faut Ouais. pas oublier que les dégâts sont cumulatifs, hein, les émissions de CO2 sont cumulatives. Hmm, hmm, hmm. Donc, Ouais. si on ajoute au système technico-économique, voilà, on ne va s'intéresser qu'au mix énergétique pour l'instant, si on ajoute au système technique de production d'énergie des énergies qui ne sont pas là de substitution, mais qui viennent aider le système à encaisser des chocs ou à faire fonctionner des sociétés en marge, des sociétés qui sont assises sur des hydrocarbures comme le charbon, par exemple. On pourrait imaginer que l'Europe utilise des éoliennes, des panneaux solaires et puis de l'eau pour ces barrages, non pas en tant que substitution, mais simplement pour survivre parce qu'elle n'a plus de pétrole sur son territoire. Mais elle resterait, cette Europe, largement une autre structure dissipative avec sa propre source d'énergie, complètement indexée, reliée, on va dire, au marché mondial. Hmm. Et du coup, qui commercerait et qui échangerait de la valeur, des produits, des flux, de la matière, des savoirs, des connaissances, peu importe, toutes ces choses-là qui ne sont pas immatérielles et qui sont échangées potentiellement avec des sociétés très très carbonées. Ben là, on n'a pas de décarbonation, on a ajout on a continuation d'une autre structure dissipative, Ouais. l'Europe, qui continue à sortir des matières premières du sol avec une autre source d'énergie et qui continue à enrichir indirectement les économies carbonées en commerçant avec elles. Donc on a Ok. un double axe de possible renforcement synergique des énergies, en ce sens que si on ajoute des ENS à l'ensemble de nos sociétés, eh bien, en les rendant résilientes, presque plus plastique et toujours capable de commercer dans un monde matériel, ben en fait, on ne ralentit rien conceptuellement. Et c'est là où tu me citais tout à l'heure, je disais, si nous devons vraiment créer une société transitionnelle, qui aurait transitionné vraiment, ben, il faut qu'elle soit électrique et qu'elle s'isole sur le plan conceptuel. C'est-à-dire qu'elle coupe Ouais. toutes ces communications, ou plutôt tous ces échanges techniques et économiques avec toutes les sociétés carbonées autour d'elle. Il faut qu'elle fasse ça. Si l'Europe devient totalement nucléaire et éolien, elle ne sera vertueuse en CO2 que lorsqu'elle ne communiquera plus, elle n'échangera plus du tout avec les autres sociétés carbonées autour d'elle. Donc là, j'ai dressé Hmm. un tableau assez grossier, mais dans le livre, je vais un peu plus loin en montrant comment justement des outils économiques comme les quotas carbone, le marché carbone, servent en fait assez directement. En fait, je vais vous montrer un livre. Vas-y. Hop, ça a été montré par, voilà, il est dans le bon sens, Ouais, c'est bon. par Alain Grandjean et Julien Lefournier, comment en fait le marché carbone sert largement aux entreprises carbonées ou aux sociétés en général pour financer voilà, leur industrie et leurs industries sales. Donc Hmm. le marché économique, lui, ne découple pas du tout les flux d'énergie ou de richesse qui proviennent des énergies dites vertueuses avec les flux de matières, de marchandises ou de valeurs qui proviennent des énergies sales. Et il y a même potentiellement un renforcement sur le plan économique.
Un dernier Ouais, point, vas-y. pour illustrer, le renforcement sur le plan technique. Aujourd'hui, on a déjà quantité de sites, d'exploitation d'hydrocarbures, pétrole et charbon, qui en fait utilisent les énergies dites de substitution simplement pour, apporter de l'énergie, à l'exploitation de ces hydrocarbures. Pour 2 raisons, parce que, bah, ça évite d'utiliser, enfin d'acheter sur les marchés des hydrocarbures, ce qui n'est pas rentable, Ouais. pas forcément rentable en tout cas. Il y a une autre raison, c'est que souvent ce sont des sites isolés, donc ça peut être commode d'installer des éoliennes ou des panneaux solaires plutôt que d'amener des pipelines ou des lignes électriques depuis des sites de production d'énergie, ou même des petits éléments nucléaires dans certains sites en Alberta. Ces projets existent, en tout cas il y a un lobbying là-dessus. Et puis la troisième raison, c'est que c'est en grande partie subventionné encore aujourd'hui. Et donc, les grandes industries Ouais. pétrolières, pardon, ou en tout cas certaines, surfent un peu là-dessus et bénéficient des subventions aux énergies vertes pour finalement sortir du carbone du sol. Donc voilà, il y a quantité d'autres exemples dans le livre. Pour l'instant, je ne dis pas que ce que j'avance est vrai, je dis qu'il faut comprendre pourquoi on a toujours plus de CO2 dans l'atmosphère alors qu'on essaye toujours plus de faire une transition. Ouais, ouais. Mais en fait, moi, comment je comprends aussi ton livre et ce que tu viens de me dire, c'est que il y a ce concept de la résilience, mais la résilience, quand elle te permet d'être résilient dans tout le système humain, en fait, ce qui se passe, c'est que on colmate les brèches et la pression continue d'augmenter. Et en fait, ben, forcément, au bout d'un moment, à force de rendre résilient un système qui va toujours dans la même direction et qui ne s'est pas, entre guillemets, remis en question, forcément, c'est comme un métal que tu renforces, quand il craque encore plus fort, finalement. Enfin, en tout cas, c'est ça le risque. Bah, voilà, tu illustres ce risque. Le risque, tu en as parlé dans nos échanges précédents, c'est l'arbitrage court terme, long terme. Exactement. C'est-à-dire qu'on va Ouais. résoudre quantité de problèmes de court terme, mais Ouais. on va aggraver les problèmes de long terme. Ouais. Voilà. Et c'est ce que conceptuellement on peut appeler un effondrement sur le plan réel. Alors un effondrement, effectivement, ça n'est pas comme ça a pu être dit souvent quelque chose de rapide, immédiat, irréversible, global, etc., irrévocable. Et après quoi on construirait une nouvelle société. Moi, j'y crois pas du tout. Ouais. Un effondrement, c'est en fait un grand processus potentiellement assez long. D'ailleurs, les civilisations passées ne se sont pas effondrées en quelques années, où ça a été extrêmement rare et c'était pour des raisons extrêmement critiques. Il y avait quelque chose de critique et irréversible, vraiment d'irrévocable, mais les sociétés sont suffisamment appuyées sur diverses sources d'énergie, justement, et de matières premières et suffisamment interconnectées entre elles que, Ouais. justement, elles ont moins de chances, peut-être, de subir un effondrement rapide, drastique et irrévocable. Ce que je voulais dire, c'est que ce long processus, ce relativement long processus, pourrait déboucher sur un état de la planète impropre à la survie de quantité d'humains et quantité d'êtres vivants. Ça serait ça, pour moi, la définition d'un réel effondrement. Ça serait la conséquence de la résilience de nos sociétés, finalement, sur trop d'années, avec un tel niveau de richesse, un tel niveau de consommation d'énergie. Ouais, mais enfin, ce court terme, long terme, moi, ça me fascine parce que on est face à des dilemmes moraux de plus en plus grands et ça va pas cesser. C'est-à-dire qu'on a beau avoir conscience que si on continue, effectivement, quand ça va craquer encore plus dur. N'empêche que là, à court terme, prendre les décisions, par exemple, de déconnexion totale des hydrocarbures, ça veut dire des conséquences concrètes et réelles à court terme pour tout le monde. Et cet arbitrage quand même entre court terme et long terme, il est très difficile. Et si tu prends le passé et tu dis des gens qui ont essayé d'arbitrer à long terme en disant non mais ça va pas être possible, enfin, ça veut dire que quelque part tu laisses des famines arriver au nom de tel ou tel concept. Et c'est quelque chose qui, enfin, moi je me dis politiquement, on va être face à des dilemmes moraux et politiques complètement énormes. Évidemment, et c'est sur ce cruel dilemme que je conclus le livre. Ouais, Je ne peux pas le résoudre. ouais, Moi, je ne le résous pas et je m'y refuse. Par contre, je propose un peu de matière politisable pour penser ces dilemmes et éventuellement qu'on se les approprie et voilà, qu'on les intègre dans la lutte. Hein. Et quand je dis la lutte, ça veut dire lutter contre, par exemple, les inégalités, ce que Laurent Mermet, pardon, ouais, Mermet appelait le refoulement du distributif, c'est-à-dire
lutter contre les inégalités de gestion de la crise écologique. Voilà. C'est-à-dire faire peser sur des sociétés plus que d'autres la résilience de sociétés qui vont mieux s'en sortir. Et Ouais. j'ai proposé une idée, on verra ce qu'elle devient, c'est convertir ce qu'on a connu comme étant du greenwashing. Enfin, on a connu le concept de greenwashing. Le greenwashing, ça qualifiait la dissimulation des dégâts environnementaux. Eh bien, je propose aujourd'hui l'idée du collapse washing, c'est-à-dire la dissimulation des dégâts environnementaux et humains Ouais. qui seraient consécutifs à l'organisation de la résilience des sociétés les plus privilégiées. Et nous risquons de rentrer dans une ère où, électoralement peut-être, en tout cas idéologiquement et dans les grands récits organisateurs, c'est les récits qui risquent d'avoir des voix et de gagner si on n'y prend pas garde. Ce sont les récits qui organiseront bien, la dissimulation active, concrète, qui se placeront, plutôt les récits qui se positionneront entre ceux qui bénéficieront des avantages de la résilience et ceux qui seront exploités ou voire laissés abandonnés sous la crise climatique ou même exploités ou dont les terres seront exploitées pour sortir du cuivre ou du lithium. Et ces récits de collapse washing pourraient devenir, et je le crains, la norme de demain. Et je crains même qu'ils soient déjà en train de s'écrire, en ce sens qu'on entend un peu partout qu'on pourrait faire des découplages absolument improbables. Sur le plan politique, on entend par exemple qu'on pourrait sortir de la production. Donc ça, c'est des propositions qui sont conceptuellement assez difficiles à saisir, c'est-à-dire qu'on pourrait fonder des sociétés de type décroissant ou même à PIB égal, mais qui ne seraient plus fondées sur une production matérielle et qui dématérialiseraient en quelque sorte les échanges. Je n'ai pas compris en fait ça, mais ce sont des choses qui circulent. On parle aussi de déséconomie, de sortir, en fait, de prendre les mots qui sont péjoratifs de l'économie d'hier, du monde d'hier, et de mettre un préfixe de négativité devant et de dire ça c'est le monde de demain. Sauf que c'est juste des mots. Et derrière, si on garde le même PIB, le même niveau de vie, et bien derrière les mots, il y aura toujours des gens qui souffriront, des forêts détruites. Et moi, j'appelle ça du collapse washing, c'est-à-dire sortir de la production, déséconomiser, déorganiser, défuturer. Pour moi, ce sont des mots qui occultent la réalité qui se passe derrière. Je crains énormément que ce type de récit s'impose dans nos sociétés aujourd'hui. Ouais, effectivement. Et est-ce que c'est... donc, pour toi, en gros, pour que je reformule avec mes mots, le collapse washing, ça serait se servir du contexte d'aujourd'hui, du contexte de collapse d'aujourd'hui, pour en gros faire plus ou moins la même chose. C'est-à-dire, ou alors juste parce que il y a deux trucs, j'ai l'impression, j'arrive pas très bien à comprendre. Soit c'est pour cacher, enfin comme le greenwashing, hein, on fait la même chose mais on le fait en vert, ou alors, donc on fait le collapse, mais comment dire, on prend en compte le collapse, mais en faisant la même chose. Je vais te proposer une phrase, tu me Ouais, diras si ça te convient. Le collapse washing, c'est énoncer des récits positifs sur la gestion de l'effondrement pour dissimuler l'effondrement réel. d'accord, ok, ok. Donc en gros, tu fais un récit un nouveau récit positif, un nouvel univers futur souhaitable, comme on dit. Un futur souhaitable, mais qui tourne toujours à coup de ordi, j'ai ma chaîne Instagram quand même parce que je suis à la campagne, mais je suis quand même connecté à la fibre, etc., etc. Oui, alors c'est ça, d'une part, mais c'est aussi un peu plus, je dirais, subtil en ce sens qu'on pourrait aussi avoir du collapse washing dans les récits de décroissance. Et pourtant, on pourrait les imaginer comme étant les plus vertueux. Pourquoi? Parce qu'en fait, il va falloir dire ouvertement et clairement que la décroissance, même si c'est mon récit politique avec lequel j'ai le plus d'affinité, parce que c'est Hmm. probablement moralement le moins grave et de loin par rapport à tant d'autres, il va falloir dire clairement aux gens qu'on ne peut pas substituer la valeur bonheur au PIB. Parce que Ok. ça, c'est une escroquerie intellectuelle. Il y a Ok. des choses que le PIB permet, c'est-à-dire un système de santé, c'est-à-dire un Ok, système de très bien. sécurité, un système alimentaire, que l'indicateur de bonheur ne permet pas. Ok, je D'accord? vois. Donc dans le collapse washing, tu mets aussi le fait de dire concrètement qu'est-ce que signifie
Voilà. La décroissance est très bien si vous voulez prôner la décroissance, mais en prenant la décroissance, il faut aussi prôner le fait qu'on va s'arracher les dents avec des tenailles et que ça va faire mal. Alors, on va pas aller jusqu'à Non, cette non, caricature, mais je, un jour, oui, je- des enfants à nous, des descendants à nous, seront contraints de ne pas avoir accès aux dentistes comme on a accès aujourd'hui. Et ça ne pourra se mettre en place, un tel récit de décroissance, et on peut le défendre, j'ai pas de problème avec ça. Ça ne pourrait se mettre en place et être choisi que si c'est clairement exposé. Si c'est exposé avec des illusions comme les récits qu'on entend déjà partout, oui, personne n'y adhérera. où tout le Il monde y y aura même, tout le monde y adhérera, mais justement pas pour les bonnes raisons, non? bah, pour l'instant, je pense que personne n'y adhérera et plutôt même s'en défendra. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on énonce un récit fallacieux, Ouais, les gens le savent. oui, voilà, ok, d'accord, très Les bien. gens le comprennent, pas forcément intellectuellement, mais Mm, émotionnellement. mm, D'accord? ouais. Et oui, parce qu'on a des Oui, tripes et qu'on a des gens qu'on aime autour de soi et qu'on n'a pas envie de se faire escroquer sur la décroissance. Si je ne suis pas sûr de pouvoir soigner mon enfant, je ne vais pas le choisir, la décroissance, même si c'est un truc inconscient. bien Donc, sûr, bien il sûr. faut pouvoir dire que oui, il va y avoir des difficultés et on pourra remettre dans l'équation, et c'est très important, que les difficultés doivent être supportées par les plus riches en premier. Ok, Voilà, donc il faut tout dire. Par les j'entends. plus riches en premier, d'accord, il faut le faire, sachant que même si c'est quand même les plus riches qui commencent à décroître, eh bien, il y aura des effets en cascade sur tout le monde. Oui, Mais oui, si on oui. ne le dit pas, jamais personne n'adhérera à l'effort, c'est sûr. Donc effectivement, pour avoir un récit qui est engageant et potentiellement pris par tout le monde, il faut les deux choses. Il faut que les efforts soient répartis entre tous, notamment les plus riches qui, du coup, ben, vont avoir la descente la plus rude vu qu'ils partent de plus haut et c'est logique. Et aussi une sorte de transparence et de sincérité quant à l'avenir vers lequel on va. Parce qu'effectivement, moi, c'est un truc qui me fait toujours rire, les avenirs qu'on me décrit de la collapsologie où on est tous trop contents dans nos communautés, etc. etc. Voilà. Non, non, ça, ok, très intéressant. Alors, moi, je voulais aussi, du coup, on voulait parler, on n'a pas parlé, t'as pas prononcé, mais j'aimerais bien que tu en parles, le concept de la reine rouge. Oui, si tu veux. Le fait de dire que quand même on est toujours dans un choix moral entre ce court terme et ce long terme, et que c'est très difficile pour nous, collectivement, de l'arbitrer. Renaud, je ne m'appartient pas du tout, mais je le Ouais, reprends volontiers parce que bon, les analogies avec le monde vivant ont leurs limites, mais quand même, il faut se rappeler que nous sommes d'abord des êtres vivants et que, ben, on a vu un tout petit élément de théorie écologique de l'esprit tout à l'heure. Il n'y a aucun consensus scientifique qui dise que l'humanité soit capable de s'autodéterminer, hein. Enfin, voilà. Hormis une illusion d'ailleurs extrêmement située sur le plan idéologique, euh, je n'ai pas trouvé de matériel qui soit convaincant ouais, définitivement sur le fait que l'humanité s'autodétermine. Je ne dis pas qu'elle n'est pas capable de faire des choix, des arbitrages, c'est ouais. tout notre problème, d'accord. Mais déjà, même cette question-là est possible, pourrait avoir une réponse négative, c'est-à-dire que si on explore vraiment, vraiment bien le fonctionnement du cerveau, et sa capacité à émettre des probabilités pour comprendre le monde et anticiper le réel, Ouais, il y a de la matière scientifique pour se poser des questions sur la capacité du choix libre. Bon, mais on ne va ouais, pas rentrer dans ce débat qui est très complexe et non terminé lui aussi. Par contre, il y a en tout cas une différence fondamentale entre la capacité à faire des choix supposément libres dans un monde ouvert et dans un monde fermé. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut qu'on intègre. ok, D'accord. Donc, cette illusion, qui est à mon sens une illusion, hein, cette illusion dogmatique de la liberté, c'est quelque chose finalement d'assez récent dans l'histoire de l'humanité, ou en tout cas qui a accompagné plutôt les sociétés très riches en croissance rapide et qui ont largement, largement dominé les autres et qui se sont largement, largement extraites des contraintes matérielles, ok, et surtout la nôtre. Mais du coup, ça n'est peut-être qu'une illusion totalement matérielle. Et on entre dans un monde qui se ferme avec cette illusion-là, ce qui est un handicap assez lourd. C'est-à-dire qu'on est encore en train de projeter sur le monde quelque chose qui vient de notre illusion de la liberté. On se dit, on a des idées, on les pense, donc on les applique, c'est-à-dire la pensée de l'ingénierie du XXe siècle. On est tellement fort, on a tellement d'énergie, on les applique, ça change le monde et ça marche. ok, Aujourd'hui, c'est plus comme ça que le monde fonctionne. Aujourd'hui, il y a des contraintes qui reviennent de l'extérieur et qui contraignent notre toute-puissance et notre désir premier de transformer le monde à notre avantage. Donc, j'en reviens à la Reine Rouge. ouais, Quand on a de l'énergie
à foison et qu'on est dans un monde fermé, c'est-à-dire l'ensemble de l'humanité qui communique quasiment avec la totalité du reste de l'humanité. Voilà, tous les humains sont sur une même planète, l'économie est mondialisée, etc. Et qu'on on essayerait, tant bien que mal de son côté, de maintenir une économie stable, peu impactante de son milieu, voilà, pour des raisons X ou Y, parce qu'on n'a pas envie ou parce qu'on préfère entretenir son milieu. Bah, quand on est inséré dans cette dynamique de rivalité avec d'autres communautés, c'est très difficile à maintenir, voire impossible, tout simplement parce qu'on risque de se faire spolier son territoire. Les jeunes de sa communauté vont simplement aller partir dans la communauté qui est en croissance plus rapide parce qu'ils y trouvent intérêt, bénéfices et stimulation, etc. Bon, je ne refais pas l'histoire des 3 derniers siècles, mais quand on est en permanence dans un monde où il y a de la nouveauté et de la stimulation, et lorsqu'on est exposé à ne plus être capable de se maintenir dans la course pour une raison X ou Y, et que le fait de ne pas rester dans la course nous fait reculer dans la compétition, eh bien, on est finalement tous obligés, contraints, de participer au grand mouvement et à l'accélération qu'on a connue depuis 2 ou 3 siècles. C'est ça la reine rouge. Dans l'évolution, c'est le fait qu'une espèce soit contrainte d'évoluer soit par sa propre action sur son milieu, parce qu'elle complexifie le milieu ou elle le change, et du coup, si elle ne change pas elle aussi, ben, elle disparaît. Donc elle est obligée de se modifier en fonction de ses propres modifications du milieu. De même, entre deux espèces qui coévoluent, eh bien, s'il y en a une qui a des gains de consommation d'énergie ou des dents plus grandes, etc., ben, l'autre doit se défendre mieux ou attaquer mieux, donc elle doit aussi coévoluer, sinon elle disparaît ou elle recule dans la compétition. C'est pareil pour les sociétés humaines. Voilà, je pense que le concept de la reine rouge est assez accessible. Donc voilà, on entre dans un monde où, pour reprendre les idées que j'ai énoncées au départ, la très grande puissance énergétique nous a donné l'illusion qu'on était libre, tout puissant, et l'accélération de la compétition nous a même propulsés dans un monde où on s'est complètement senti carrément en lévitation au-dessus du monde matériel. Pousser des ailes. Oui, exactement. Sauf que là, on entre dans un monde où les contraintes sont de plus en plus grandes, et finalement, la reine rouge, elle ne va pas disparaître. C'est-à-dire qu'il va falloir s'adapter aussi en négatif cette fois. C'est-à-dire que 2 communautés rivales vont devoir faire des arbitrages, et on en vient à ce que tu disais tout à l'heure, qui soient les plus judicieux possibles entre maintenir une complexité suffisante pour satisfaire suffisamment l'ensemble des communautés, mais une complexité pas trop grande, parce que c'est autotoxique, parce que ça détruit le milieu, et parce que ça réchauffe le climat pour tout le monde en plus, et que du coup, cet arbitrage-là, eh bien, il n'y a pas de réponse, il n'y a aucune réponse simple à cet arbitrage. Je ne peux pas dire de façon univoque, définitive, il faut décroître. Il faut couper dans le PIB moins 5% par an de façon drastique, ce qui est le scénario du GIEC. Je le respecte en tant que scénario climatique. Il est nécessaire, c'est-à-dire que si on veut que des humains survivent dans 80 ou 100 ans, et plus tard peut-être, il faut faire 5%, 7%, 10% de réduction du PIB par an. D'accord ? Mais là, tout de suite, on entre à la fois dans la contrainte de la reine rouge, c'est-à-dire que le premier qui fait ça, bah, de toute façon, il n'est pas sûr que son voisin le fasse, et du coup, il risque de se faire dépasser sur le plan économique et de disparaître en premier. D'accord ? Donc ça, c'est le premier problème. Mais en plus, il faut pouvoir le dire aux gens. Il faut pouvoir dire aux gens, 5%, 7%, 10% de réduction du PIB par an, c'est autant en moins de capacité à soigner les gens, à les alimenter avec une marge de manœuvre, parce qu'on est en surproduction, mais vous avez compris le principe. C'est un processus. Je ne dis pas que ça change du jour au lendemain. Mais à terme, à moyen terme, il faut dire aux gens qu'il va y avoir des efforts extrêmement difficiles à faire. Sans quoi, c'est du collapse washing, j'y reviens. Je termine sur la reine rouge. Pas dessus. La reine rouge, en fait, en phase de croissance, il faut courir aussi vite que possible pour rester sur place. La reine rouge, ça vient d'Alice au Pays des Merveilles. Alice et la reine sont sur un échiquier, elle court. En fait, elle ne bouge pas. Donc, c'est une réflexion que fait la reine. En phase de croissance, enfin, pour rester sur place, il faut courir aussi vite que possible. C'est ce que dit la reine. Et pour nos sociétés, en phase de croissance, il faut courir aussi vite pour rester sur place. Bon. Rester sur place, c'est-à-dire rester dans le même niveau de rivalité avec son voisin. Okay ? Et dans un monde de décroissance, en phase de décroissance, il faut ralentir à la juste cadence pour rester en vie, en fait. Voilà. Celui qui décroît trop vite,
s'expose trop, celui qui ne décroît pas assez vite s'expose trop aussi. Ce sont des arbitrages extrêmement délicats. Ah ouais, complètement. Et alors là, on arrive moi, sur un truc alors qui est en lien avec ce que tu viens de dire et en lien avec ce que tu disais avant sur l'autodétermination, parce que ça, c'est un sujet intéressant, c'est de se dire, est-ce que, par exemple, les gens aujourd'hui, où on est capable de créer nous-mêmes le récit et la culture qui sera, entre guillemets, celle qui sera sélectionnée par les temps à venir? C'est une vraie question. C'est-à-dire, est-ce qu'on est capable aujourd'hui de dire, ah, c'est ce récit qui va marcher? Et je trouve que bah, ça va un peu à l'inverse de tout ce qu'on comprend des processus de l'évolution. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va proposer plein de cultures, on va proposer plein d'arbitrages, justement. Et ce qu'on pourra dire dans 2000 ans, c'est que bah, les arbitrages qui correspondaient au contexte qu'on va traverser, qui ont été les bons, bah, sont ceux, effectivement, qui donneront lieu aux cultures dans 2000 ans. Et je trouve que c'est intéressant, les gens qui s'intéressent à ça, qui s'intéressent, alors ça s'appelle l'évolution culturelle, moi je trouve que c'est hyper intéressant, c'est de se dire, ok, qu'a donné le processus de l'évolution, parce que le processus de l'évolution s'applique à tout le vivant et à toutes les organisations, comment il fonctionne et comment on réagit, les organisations humaines, à ce processus de l'évolution. Et ben là, on entre dans quelque chose où le processus de l'évolution va, comme d'habitude, faire son œuvre. C'est-à-dire qu'il va effectivement devoir arbitrer, à quelque part, ces arbitrages dont tu parles. C'est-à-dire que est-ce que ben, les sociétés qui perdureront, ça sera celles qui auront ralenti, auront répondu de la bonne manière à ce concept de la Reine Rouge. Alors, je sais pas comment on parle à cette histoire de la Reine Rouge, à ce concept. Bah, je pense que on peut l'assimiler à un concept parce Ouais. qu'il est utilisé en biologie, hein. C'est Lee Van Valen, si mes souvenirs sont bons, biologiste qui l'a transposé de Alice au Pays des Merveilles jusqu'à la biologie. Donc oui, on peut dire que c'est un concept, je pense. Ouais, et je trouve ça intéressant justement. Alors, je sais que tu l'as lu ou tu le lis, enfin, le professeur qui parle de ça, Turshin, là, il parle de justement comment ont réagi les cultures humaines à ce processus d'évolution et pourquoi on est une espèce qui a développé cette culture de la collaboration, etc., etc. Et de voir, d'essayer de tirer les enseignements de ça pour savoir à quel point et dans quelle humble mesure on est capable de s'autodéterminer et de faire des choix un petit peu plus éclairés dans les propositions qu'on va faire au final. Parce qu'en fait, enfin, moi j'en arrive là, c'est ce qu'on fait, la seule chose qu'on fait tous, c'est qu'on met des propositions sur la table, des propositions d'arbitrage, et toi ou moi, on n'en sait rien de ce qui va être la bonne proposition. Je suis tout à fait d'accord. Alors moi, je lis évidemment Turchin et d'autres. Je n'ai pas de vision. Alors il est critiqué pour une forme de déterminisme, un petit Bien peu sûr. d'ambition, un peu de prédictibilité des choses et de calcul un petit peu sur ce que doivent ou devraient ou pourraient devenir les sociétés. Ouais. Moi, je n'ai pas de vision déterministe en ce sens-là. Je pense fondamentalement que la forme de l'avenir est imprédictible. Alors, Euh, attention, il le pense aussi. Alors, je recommande. Bien sûr, Ouais. je le sais bien. C'est juste qu'il reçoit ce type de critique. Hmm. Euh, mais bon, là, on entre dans des jeux idéologiques, peu importe. Hmm. Par contre, la forme de l'avenir est évidemment imprédictible, mais la nature du monde contraint l'avenir, Hmm. de toute façon. C'est-à-dire que là, on est dans une situation où, bah, bien sûr, qu'on se pose des questions d'arbitrage sur tout un tas de domaines. Est-ce qu'on va, je ne sais pas moi, est-ce que je vais acheter mon pain avant d'acheter mes pommes tout à l'heure? Ce type d'arbitrage, on peut les faire, pas de problème. Par contre, une société qui a, comme la nôtre, on va dire une espèce qui a, comme la nôtre, dépassé la capacité de charge de son milieu à ce point, Hmm. bah, quels que soient les arbitrages qu'elle fera, de toute façon, au bout d'un moment, il va y avoir, bon, voilà, Ouais. il va y avoir une régulation, d'accord? Hmm. Donc, oui, il y a quantité d'arbitrage à faire et il y en a à faire sur des points qui sont essentiels pour moi et qui sont ceux pour lesquels je lutte, je milite à ma petite échelle et selon mes moyens, c'est faire en sorte que ça se passe bien Ouais. et que ça se passe avec le minimum de collapse washing, c'est-à-dire la plus grande honnêteté possible dans les difficultés et la plus grande répartition, la meilleure répartition possible de la charge de responsabilité autant que de gestion de Ouais. la descente. D'accord?
Mais ça passe par la déconstruction des fantasmagories, justement, de liberté et de choix libre et d'affranchissement des contraintes matérielles. On est la civilisation occidentale la plus handicapée pour gérer la survenue du monde matériel, de la contrainte du monde matériel. Parce qu'on l'a rejeté, Ouais, on a été la ouais, civilisation qui l'a le mieux occulté. ouais. D'accord. Et aujourd'hui encore, il s'écrit des choses que j'ai citées tout à l'heure, comme il serait possible de sortir de la production ou de déséconomiser, ou de changer les règles de l'économie, et comme ça, on change le monde réel. Et c'est censé ne pas avoir d'impact sur le travail des gens. Ouais. Parce qu'en fait, les gens pensent que l'économie, c'est un ensemble de concepts, de cadres théoriques qui sont totalement décorrélés. Alors oui, ils sont peut-être faux, ils sont peut-être totalement hors sol, mais il se trouve que si on change les paramètres de régulation des places boursières, Ouais, ça a des impacts sur la bien réalité sûr. des gens qui travaillent. Voilà. Donc je lutte contre ce découplage-là qui est complètement dualiste. Quantité de penseurs aujourd'hui s'imaginent pouvoir changer le monde par la pensée et l'écrivent. Et ça, c'est le plus. Et ce n'est Ouais, pas, c'est pas le cas de toutes les civilisations aujourd'hui même. Je ne crois pas que dans tous les pays, on mette en avant des penseurs qui découplent la contrainte énergétique, l'économie et la réalité des travailleurs. Je ne crois pas. Je pense que les pays qui ont été mis à l'écart de la dernière COP, là, c'est des pays dans lesquels on voit très très bien qu'il ne faut pas découpler les idées et le réel. Ouais, ouais. Ben d'ailleurs, à ce propos, j'avais regardé, j'avais fait une recherche Google Trend sur tu sais, les mots et à quel point ils sont tapés dans les moteurs de recherche. Devine quel est le pays qui recherche le plus conséquences du changement climatique? Je ne sais pas. Les Fidji. Ah oui, oui, mais bien sûr. Bah, C'est- ils font partie des pays bah, c'est- qui à la COP26, se sont fait gentiment mettre de côté. Non, mais, et ça revient à redire ce que tu viens de dire. C'est vraiment, euh, on est des sociétés, nous, qui ne sommes plus du tout connectés au matériel. Et effectivement, on pense que tout peut être dématérialisé, etc., etc. Alors que, effectivement, les sociétés qui vont prendre le changement climatique en plus en premier, ben, c'est des sociétés qui s'en rendent tout à fait compte, matériellement compte, Bien physiquement sûr, compte. Et bien ça, sûr. c'est quelque chose qui est, je trouve, de plus en plus prégnant. Et puis on le voit même dans les discours. C'est aussi les gens qui sont au plus près du climat qui se rendent compte matériellement de ce qui est en train de se passer et de ce qui se trame aussi pour l'avenir. Et ça me fait reboucler aussi sur, tu vois, les gens, quand on critique Turshin aussi, je pense que derrière, moi, il y a aussi ce truc-là de on aimerait bien que les cultures humaines soient complètement décorrélées des environnements qui les ont vues naître. Il y a ce fantasme-là, parce qu'il n'y a pas tout déterministe et rien déterministe. Voilà. Oui, bien sûr. Et je trouve que justement, là, moi j'aime bien l'arbitrage de Turshin. D'ailleurs, qui fait un article, je le mettrai en description de l'interview, mais il a fait un article pour dire attention, l'évolution culturelle, la cliodynamique, ça n'est pas la psychohistoire de Asimov où on prévoit exactement ce qui va se passer, etc. C'est quelque chose de beaucoup plus fin qui dit ben, il y a des paramètres qui agissent et qui contraignent, tu as employé beaucoup le mot contrainte, qui contraignent quand même les organisations humaines. Et on est issu de cette longue contrainte. Mhm. Et, et après, alors, moi, un truc sur lequel j'aimerais bien qu'on conclue, du coup, c'est un de tes passages de fin, c'est celui-là. C'est tu dis, l'impasse écologique, c'est le résultat des choix de quelques-uns ou celui de la pression de l'évolution, justement. Les interprétations s'entremêlent et se complètent sans doute. Souvent, plutôt que d'envisager la cause la plus antérieure, la plus extérieure à nous, mais qui expliquerait peut-être le mieux pourquoi nous ne parvenons pas à faire dévier notre trajectoire, nous préférons simplifier en désignant des humains qui seraient nécessairement plus coupables que d'autres. Les problèmes énergétiques, en fonction des idéologies défendues, c'est de la faute des Occidentaux, des lobbies, des politiques, des journalistes, des électeurs, des consommateurs, etc. La substitution causale perpétue des débats manifestement vains pour faire changer quoi que ce soit. Parce que bah, le constat est là. Mais par contre, tu dis aussi autre chose qui moi, m'a fait réagir. Hein. C'est la transition ne se réalise pas et nous espérons qu'une marge de manœuvre existe encore en nous raccrochant au manque d'informations, à l'imprédictibilité, à des dénis et à des défausses de responsabilité. Bah, moi, je te pose la question, du coup. Parce que c'est vrai que moi, plus j'avance, plus je me dis, ben, en fait, je ne sais pas du tout ce qui va se passer. Et donc, si je ne sais pas ce qui va se passer, je ne sais pas du tout ce que je dois faire.
Parce que c'est vrai, on est dans ce risque-là de comme on doute et comme vraiment c'est complexe et comme c'est imprévisible, ben dans ce cas-là, ça ne sert à rien de rien faire. Eh bien, je vais répondre en deux temps. La première citation, je te remercie, de mon bouquin, elle montre qu'en fait, il y a bien un nous, c'est-à-dire quelque chose de commun à l'ensemble des humains, en particulier lorsqu'ils se trouvent confrontés à des arbitrages. C'est cette capacité à se défausser et à attribuer la faute à un autre. Je ne vais pas redévelopper ce que je disais tout à l'heure, ou en tout cas repartir de là, parce que ce serait trop complexe, mais dans la théorie écologique de l'esprit, il y a deux fonctions qui, à mon sens, sont probablement exclusives à l'humanité, de capacités qui sont peut-être exclusives à l'humanité. C'est la capacité au déni, d'une part, c'est-à-dire on capte une partie de l'information et puis on en rejette une autre. Je ne crois pas que d'autres espèces soient vraiment capables de faire ça structurellement. Et à partir de ce choix sélectif, de ce déni, d'être capable de rejeter, d'inverser la charge de la preuve et de rejeter quelque chose qui nous concerne directement sur une entité tierce, un animal, une entité métaphysique, un autre humain, un humain d'une autre culture, bref. Et ça, je pense que fondamentalement, c'est ce qui nous unit. C'est-à-dire que les humains ont tous en potentialité ces capacités-là. Et j'en reviens à quantité de théorisation contemporaine qui s'échine de la gauche jusqu'à la droite à diviser l'humanité en catégories bonnes et mauvaises, qui sont supposément être vertueuses pour telle ou telle capacité, tel ou tel rôle, telle ou telle place dans la hiérarchie, etc., supposément essentiellement bonnes, et d'autres qui seraient essentiellement mauvaises, par essence, par nature ou par catégorisation. Et je trouve ça extrêmement toxique, dangereux. C'est ce qui, à mon sens, aujourd'hui fabrique l'extrême droite, et pourtant c'est souvent des conceptualisations de gauche, et c'est extrêmement dangereux. Donc il y a bien un nous, c'est justement la capacité à inventer des catégories et à essentialiser et à organiser le conflit. C'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que faire. Ouais. Bon. Ouais. Eh bien, il y a le monde réel et puis il y a le monde idéal. Et j'ai proposé dans ce petit bouquin de montrer les deux mondes. Il y a le monde idéal sur le plan écologique. Si on veut vraiment activement réduire son empreinte écologique, la première chose à faire, qu'on soit un pays ou un individu ou une famille, c'est réduire le flux de richesse qui nous traverse. Bon, réduire ses revenus ou réduire son PIB. Voilà. Ouais. Ça, c'est la première chose à faire. Et immédiatement, ça a des effets sur la réduction de l'empreinte environnementale, parce qu'en fait, ça ne tire plus sur le système productif. Et ça oblige le système capitaliste, institutionnel et politique à suivre le mouvement. Et à se réformer, ou à se transformer, ou à muter, peu importe. Mais ça l'oblige. Ouais. Tant qu'on ne touche pas à la quantité d'énergie, c'est-à-dire grosso modo à la quantité de richesse qui traverse nos sociétés, ça ne change rien. Tout discours qui ne part pas de ça est un discours compatibiliste qui fait au minimum du greenwashing, sinon du collapse washing. Premier point. La deuxième chose, c'est une fois qu'on a fait ça, il faut travailler de ses mains et remplacer les machines qui seront moins traversées par l'énergie, par de la force physique. Donc ça, c'est trivial. La troisième chose à faire, ou peu importe l'ordre, si on va quand même le mettre en deuxième, c'est partager. On a réduit ses revenus, on va mettre en deuxième partager ses revenus, c'est-à-dire réduire les inégalités, parce que ça aidera à mieux gérer toute contrainte, y compris écologique, ensemble. On travaille de ses mains. Et le dernier point, je l'ai ajouté plus récemment, c'est nous sommes des sociétés qui sont extrêmement protégées par des systèmes d'assurance extrêmement coûteux et qui sont tous appuyés sur les systèmes spéculatifs mondialisés, on le sait, qui ne peuvent survivre que par la croissance capitaliste. Donc il faut aussi il faut se mettre en tête que si on veut vraiment réduire son empreinte écologique, il faut réduire tout ce dont on dépend, réduire notre dépendance à tout ce qui maintient le système en place. Donc des revenus jusqu'au système de garantie. Très bien. Mais ça, c'est le schéma idéal, c'est la voie idéale. Si tout le monde fait ça en même temps et en partant du plus riche, c'est parfait, on a réduit notre empreinte environnementale. Ok. Et dans le monde réel, du coup? Et dans le monde réel, c'est qu'il risque d'y en avoir beaucoup qui vont rester sur le carreau et que ne serait-ce que faire ces efforts-là, même si on part des plus riches, oui, factuellement, c'est rendre nos sociétés moins résilientes à court terme, c'est être moins capable d'être rival, par exemple sur le plan militaire, avec une autre communauté qui aurait fait le choix de juste ralentir moins vite ou réduire moins vite son PIB. C'est s'exposer à moins bien gérer une crise sanitaire, quelle qu'elle soit.
Ouais. c'est s'exposer à moins bien gérer une crise alimentaire, quelle que soit son origine. D'accord? Ben voilà, je ne fais pas de collapse washing. Mhm. Je vous Alors, dis ce qu'il faudrait ouais. faire et je vous dis les conséquences. Alors, moi, c'est marrant, mais comment tu l'as tourné? Je me demandais comment tu allais le tourner, mais par exemple, alors, pour réduire son flux de richesse, par exemple, il y a un argument que moi, je pense la même chose que toi. Et je rajoute, alors pour moi individuellement, il y a ce côté où, dont je le fais parce que, comme pour toi, je pense que ça augmente la sobriété du système dans sa globalité, etc., etc. Mais tout simplement parce que je me dis, dans le monde de demain, si je réduis proactivement mon flux de richesse, j'optimise mes chances d'être heureux demain dans un monde où il y aura moins de richesse. Tu vois, il y a une sorte de pari de Pascal là qu'on peut faire, qui à la fois, ben, c'est bien pour tout le monde, Mmh. je pense, en tout cas dans ma compréhension du système, et à la fois j'optimise mes chances d'être heureux parce que je pense que le monde de demain ne fournira pas la richesse, par exemple, permettant à l'un et à l'autre d'aller pour 1 ou 2 jours à l'autre bout du monde toutes les 3 semaines. Donc en fait, si tu bases ton bonheur sur ça, il y a aussi égoïstiquement, t'es cramé dans 4 ans. Ou dans 10 ans, quand il y aura vraiment des problèmes sur les avions, par exemple, si on estime qu'il y aura ça. Donc il y a vraiment, je pense que je trouve que c'est assez chouette de se dire, ben là pour le coup c'est aligné, on a tout intérêt à devenir plus sobre pour les autres, mais aussi pour notre bonheur dans le monde de demain. Alors j'ai 2 points, un point un peu nuancé et un point Ok, positif. vas-y. C'est que ça, je te le dis parce que je suis dans la même situation que toi, ce que tu viens d'énoncer, c'est un discours d'occidental. Oh, je- Voilà, mais tu le sais, donc comment là? Voilà, bien ça sûr, n'est bien sûr, pas, bien sûr, voilà, ça n'est pas hostile. bien sûr. C'est la poss nous avons la possibilité de faire ça Oui. parce qu'on a un filet de réception qui est juste fantastique, ça s'appelle la France. Ah oui, Voilà, oui. d'accord? Par contre, positivement parlant, Et puis parce qu'on part de très haut, tout et parce qu'on simplement. part de très haut. Voilà. Et qu'on reste encore très haut, hein, même quand on est aux minima sociaux en France, on reste parmi les 20 des humains les plus riches. Bien sûr. Voilà, c'est dit, d'accord? Mm. Le deuxième point, c'est que oui, tu as raison sur le plan de l'évolution culturelle. En fait, la culture, c'est ce qui intègre, bah, c'est le récit organisateur, et donc ça intègre aussi le niveau de vie qu'on veut se faire, les interactions avec l'autre, le cadre de loi, les règles, les dogmes, et ça comprend aussi l'éthique. Et donc le récit de se placer dans un mode plus sobre, il est aussi peut-être, tu parlais de Mm. sélection culturelle tout à l'heure, Mm. c'est déjà peut-être se positionner Ouais. au cœur des récits organisateurs qui vont être sélectionnés à moyen ou long terme peut-être. Donc oui, Ouais. je rejoins ta philosophie en ce sens-là. Ouais, ouais. Donc à voir effectivement, comme tu dis, si ça va être sélectionné et si c'est la bonne vitesse ou pas. Et ça, personne ne peut le savoir. Et si c'est le bon moment ou pas, ou alors si c'est la sobriété dans 150 ans qui verra les fruits de la sélection ou pas. Exactement. Merci Vincent. Une dernière question. Est-ce que tu as un livre, quelque chose à recommander? Ah bah écoute, Pas prévu, j'en ai mais plein. bah vas-y, t'as le J'en ai droit. plein Alors. sur ma table. Oui, alors bah, j'en ai 2. Allez. Allez, vas-y. Je viens d'acheter, on parlait de collapsologie tout à l'heure, Ouais, alors ça s'appelle Les collapsologues et leurs ennemis de ok. Bruno Villalba. Yes. Pourquoi? Parce que, alors je suis pas d'accord avec tout ce que Bruno avance, mais c'est une tentative, alors je suis réservé sur le fait qu'il utilise le terme collapsologue, mais c'est une tentative de réhabilitation des discours effondristes, D'accord. et en tout cas de réhabilitation des motivations qui sous-tendent les discours effondristes. Ok. Donc c'est, à mon sens, un livre qui avance plutôt vers une forme de réconciliation et qui, en tout cas, peut participer positivement au débat. Je m'en Yes. tiens là parce que je n'ai pas fini. Et puis, je recommande, alors là, c'est plus intéressé, mais il n'y a pas que moi dans ce livre. C'est un ouvrage D'accord. collectif qui est sorti il y a quelques années, 2019, je crois, 2020, je ne sais plus. Collapsus, qui fait un état des lieux, alors pas pluridisciplinaire, mais si quasiment, avec une dizaine d'auteurs voilà, que je pourrais citer, mais on n'a pas forcément le temps. Et c'est un ouvrage qui a été dirigé par Laurent Testo et Laurent Hayet, Ok. et que j'ai beaucoup aimé. Voilà. Trop bien. Ben écoute, merci beaucoup de cet échange. Pour ceux qui nous écoutent, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Après la bière où il y aura d'autres, j'espère,
d'autres discussions aussi intéressantes que celle-là, et puis des vidéos sur les articles que j'écris sur le site aprèslabière.fr, si vous voulez aller voir aussi, c'est pas mal. Enfin, c'est pas mal, j'en sais rien, mais en tout cas, j'y passe du temps. Donc, vous me direz, vous, si vous trouvez ça pas mal. Et voilà. Ben, écoute, merci Vincent, merci beaucoup du temps que tu m'as accordé, vraiment. Et ben, si vous l'avez pas lu, n'hésitez pas à lire L'énergie du déni, du coup, de Vincent. Ça se lit très très bien. C'est très concis et à la fois c'est très poussé. Donc, ben, vous pouvez dire en commentaire ce que vous avez pensé du livre de Vincent. Merci. Merci Jean-Loup, à bientôt.